Alors, je vais rapidement refaire ma présentation donc, sur l'amélioration nutritionnelle et le Nutri-Score, avec effectivement un lien entre alimentation et santé qui est connu depuis la nuit des temps et un poids relatif des facteurs nutritionnels sur notre santé, que ce soit sur les cancers. On dit qu'un tiers des cancers les plus fréquents pourraient être évités grâce à la prévention nutritionnelle dans les pays développés, un quart dans les pays en voie de développement, donc c'est vraiment très important. Autre exemple, c'est la relation entre la consommation de sel et l'hypertension artérielle, avec si on baissait de moitié notre consommation de sel, qui est très haute, si on arrivait dans les recommandations, ça permettrait de réduire de près d'un quart les accidents vasculaires cérébraux et de 17% les maladies cardiovasculaires, donc c'est un vrai impact. Et ce qu'on sait moins, c'est effectivement tous les décès qui peuvent être liés à une trop faible consommation de fruits et de légumes. Selon l'OMS, c'est un décès sur 7 qui est lié à une sous-consommation de fruits et un décès sur 12 sur la sous-consommation de légumes. C'est 3 millions de morts qui pourraient être évités chaque année, donc c'est 2 fois plus que la Covid, par rapport à une sous-consommation, si on consommait tous assez de fruits et légumes, donc c'est beaucoup. Alors évidemment, toutes ces recommandations, cette prévention est reprise dans les politiques de nutrition de santé publique, le PNNS. On est à la version 4 avec des recommandations qui portent sur plus de fruits et légumes. On est passé du 5 par jour à plus de fruits et légumes, plus d'exercice, mais aussi manger plus de fruits à coque, de légumineuses, d'aller vers des produits bio, de saison, bref, une approche un peu plus holistique de la santé. Et comme vous le voyez, pour la première fois, le Nutri-Score arrive dans la réduction des choses à réduire sur ce PNNS avec les notes D et E qui sont à limiter dans notre consommation, en plus évidemment de la viande rouge, des charcuteries, des boissons trop sucrées, etc. Les consommateurs, bien sûr, ils sont maintenant très au courant que leur alimentation influe sur leur santé. C'est 91% des Français en 2018, donc vous voyez que c'est des chiffres qui ne font qu'augmenter, mais un niveau de connaissance dans les faits qui reste faible et très influencé par les médias. Et là, il y a vraiment une cacophonie nutritionnelle qui peut brouiller les messages avec parfois des dictats très anxiogènes sur le faites pas ci, faites pas ça. Et donc, le consommateur, il a vraiment besoin qu'on lui explique les choses peut-être plus simplement. Et ils attendent beaucoup des industriels pour ça. Évidemment, la Covid a encore plus mis l'accent sur la santé. On nous a parlé que de morts, de facteurs de comorbidité, de personnes en réanimation. Et vous voyez qu'au niveau mondial, c'est 84% des consommateurs qui sont ce qui les concerne le plus avec la Covid, c'est évidemment leur santé et leur bien-être, et 79% la santé et le bien-être de ceux qu'ils aiment, bien loin devant la baisse de l'impact sur l'économie ou ne pas voir les proches, etc. On est vraiment très inquiet pour la santé. Et du coup, vous avez 80% des consommateurs dans le monde qui veulent plus de produits sains, donc des boissons, des aliments plus sains dans l'avenir et qui sont prêts à les acheter et à les rechercher. Alors, il faut toujours faire attention parce que il y a toujours un gap entre ce que je dis et ce que je fais. Et donc, on est tous à vouloir manger plus sain. Et pendant la Covid, finalement, vous avez 38% des consommateurs qui ont effectivement cherché à acheter ces produits plus sains. Et puis 66% qui ont acheté des snacks, des choses pour se réconforter. Il y a un impact évidemment sur la santé mentale et le besoin de réconfort avec cette Covid aussi. Et vous voyez les 3 meilleurs lancements en France de nouveaux produits depuis 2017, c'est que des produits de chez Nutella ou Kinder. Donc c'est vous dire si on cherche des choses saines et bonnes pour la santé. Dans les tendances de cette amélioration nutritionnelle, c'est surtout l'accès sur moins de sucre, plus de protéines, plus de fibres et évidemment tout ce qui est végétal qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Donc le sucre, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Ça a été le gras pendant longtemps, ça a été le sel également. Ça ne veut pas dire que les consommateurs ne sont pas intéressés pour réduire leur gras et leur sel, surtout leur sel d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le haro est mis sur le sucre avec une médiatisation également. Et donc, c'est vraiment lui où on va chercher à réduire, notamment dans les boissons. Le gras, dans les années 80, il fallait surtout pas de gras. Ensuite, il y a eu du bon gras et du mauvais gras. Mais depuis que c'est le sucre qui est le méchant, alors même le mauvais gras, finalement, il a redoré son blason. Et
des ingrédients qu'il fallait surtout éviter il y a quelques temps encore, comme l'avocat, amandes, cajou, etc., les cacahuètes, la noix de coco, maintenant c'est les superstars du moment, portés par des régimes spécifiques type keto et paléo, qui font vraiment l'éloge du gras et au contraire aucun glucide, même les glucides complexes. Les protéines, alors là, c'est assez paradoxal parce que les consommateurs dans les pays développés, on consomme déjà beaucoup trop de protéines et pourtant on cherche toujours à en consommer plus, que ce soit pour des raisons de perte de poids, pour des raisons de nutrition sportive ou autre. Et donc aujourd'hui, 70% des protéines consommées sont d'origine animale, mais on pense que 3/4 de ces protéines animales seront remplacées par des protéines végétales. C'est vraiment elles qui ont le vent en poupe en ce moment, d'ici 2050. Les fibres, bien sûr, il y a une insuffisance. Presque 90% des adultes en France n'atteignent pas les recommandations, que je vous rappelle, c'est 25 grammes de fibres par jour. En cause une consommation, donc c'est trop faible, de produits céréaliers, de légumes secs et de fruits et légumes. Donc tout ce que recommande le PNNS, bien sûr. L'avantage des fibres dans l'amélioration nutritionnelle des produits et éventuellement l'amélioration du Nutri-Score, c'est que non seulement elles apportent des points dans le Nutri-Score parce que par la teneur en fibres, mais elles permettent aussi souvent de remplacer le sucre et ou le gras. Donc il y a un peu un double effet qui se coule avec les fibres. Suprématie végétale, bien sûr, à tort ou à raison, on a des produits végétaux qui bénéficient d'une image plus naturelle, plus saine et surtout plus durable. Donc, évidemment, tous les climatériens, qui vont vouloir sauver la planète, mais aussi tout ce qui est végétarien, végétalien, flexitarien, etc., portent cette tendance. Et quand l'OMS nous dit que les viandes transformées seraient carcinogènes et que la viande rouge le serait probablement aussi, évidemment, ça laisse une voie royale pour tout ce qui est végétal. Et là encore, c'est une belle façon d'améliorer votre Nutri-Score. Donc ce Nutri-Score, rapidement, un système d'information nutritionnelle, vous voyez que ça existe depuis la fin des années 90 en Europe. Il y a eu tout un tas de scores et tout un tas de scores qui existent de par le monde. Et l'idée étant que on sait que une simplification, un étiquetage nutritionnel simplifié, ça aide à l'information, ça aide les consommateurs à prendre des décisions et à faire des meilleurs choix nutritionnels. Ça les oriente vers des produits alimentaires de meilleure qualité et surtout, dans un deuxième temps, ça va inciter évidemment les industriels à reformuler, à innover pour avoir des produits de meilleure qualité nutritionnelle. Et c'est vraiment ça qu'attendent les consommateurs de la part des industriels. Donc, en 2016, ce Nutri-Score a été inclus dans la loi de santé par Marisol Touraine à l'époque et puis signé par Agnès Buzyn en octobre 2017. Et donc les ministres de la Santé, de l'Agriculture, de l'Économie ont tous signé. Et donc, dès la signature, 6 opérateurs étaient déjà engagés. 3 mois après, 33, on est à plus de 400, presque 420 maintenant. Donc c'est beaucoup. Et donc j'ai mis quelques exemples là, mais ça touche évidemment des industriels de l'agroalimentaire, mais également la restauration collective, Elior par exemple, mais bien sûr aussi tous les distributeurs qui se sont engagés. On a vu maintenant le Nutri-Score dans les sites qui proposent des recettes type Marmiton et autres. Donc voilà, ça se démocratise de plus en plus. Aujourd'hui, évidemment, le Nutri-Score, il est facultatif, il ne peut pas être imposé pour l'instant. C'est écrit dans le règlement INCO. La Belgique l'a adopté, l'Espagne l'a adopté, la Suisse aussi, l'Allemagne. Et puis, vous avez des entreprises comme Nestlé, par exemple, qui veut mettre le Nutri-Score sur tous ses produits en Europe. Et donc, pour pouvoir effectivement prêcher la bonne parole un peu partout. Alors, vous avez des pays qui sont très anti-Nutri-Score, type l'Italie, Malte, la Sardaigne, mais vous avez des pays d'Europe de l'Est également, qui sont la Lituanie, etc. Il y a une pétition qui a été lancée en Europe par des associations de consommateurs, donc l'UFC Que Choisir chez nous, mais 6 autres associations européennes, pour que le Nutri-Score devienne obligatoire. Donc il y a une réflexion dans la démarche Farm to Fork de l'Europe. L'obligation d'un
étiquetage nutritionnel simplifié est inscrit dans cette Farm to Fork. Donc, pour l'instant, je vous dis, voilà, Lituanie, République tchèque, etc., font un peu du forcing pour que ce ne soit pas le Nutri-Score, éventuellement un autre, mais pas celui-là qui soit adopté. Donc, on attend les décisions. Le Nutri-Score, il est aussi repris par des applications type Yuka, ScanUp et autres, mais aussi sur Open Food Fact. Et c'est aussi, par exemple, sur les sites de Drive, de Leclerc, de Carrefour, etc., tous les produits, qu'ils aient le Nutri-Score sur leur packaging ou non, sont étiquetés Nutri-Score en ligne sur les Drive pour pouvoir orienter le choix des consommateurs. Donc, vous avez quelque part tout intérêt quand même à l'afficher parce que sur la plupart vous le savez, dans le règlement INCO, les fibres, c'est pas obligatoire de les étiqueter. Or, sur le site d'un Drive Leclerc, bah, si votre produit il n'est pas étiqueté Nutri-Score et que les fibres ne sont pas étiquetées sur votre tableau nutritionnel, et ben, ça risque d'avoir un mauvais score affiché sur le Drive. En conclusion, et rapidement pour vous laisser le temps de prendre vos premiers rendez-vous, il y a une forte attente des consommateurs pour une alimentation plus saine, et au-delà de faire leur propre choix, de le faire eux-mêmes, ils attendent vraiment à ce que ce soit les industriels qui améliorent la qualité nutritionnelle des produits, et donc comme ça, ils n'auront plus qu'à acheter les bons produits. Le Nutri-Score est de plus en plus répandu, et on sait déjà qu'il a une influence sur les choix des consommateurs. C'est ce qui a fait, par exemple, passer Leclerc, qui avait déjà son propre étiquetage simplifié, au Nutri-Score, parce qu'ils ont fait une étude dans leur propre magasin qui a montré qu'avec le Nutri-Score, les consommateurs avaient des caddies qui étaient meilleurs pour leur santé, et notamment les populations les plus défavorisées. Donc, il y a vraiment un intérêt à ce Nutri-Score. Et puis, vous avez une proposition de loi sur l'affichage obligatoire du Nutri-Score sur les publicités, donc Internet, télévision, radio, émises et diffusées donc, sur le territoire français. Donc, c'est une proposition de loi pour l'instant. Elle a été votée à l'Assemblée, mais on attend le retour du Sénat. Mais ça pourrait devenir effectivement obligatoire.